Nous accueillons maintenant à Faites-moi lire au Champ Libre un sociologue et philosophe, un observateur engagé de notre société et de ses travers, qui en relève les incohérences pour nous donner à réfléchir. Cet homme, c'est Haroun, un humoriste qui nous fait rire avec intelligence, élégance et dérision. Bonjour Haroun. Ouais, bonjour, c'est quasiment trop. Mais le portrait est flatteur, mais assez réaliste. Ah bon? Non? Ok, ouais, bon. Sociologue. Cher Haroun, vous êtes un humoriste qui a commencé votre carrière il y a environ une quinzaine d'années? Si je dois compter, oui, avec des grosses pauses. Bon, disons que c'était vraiment il y a une dizaine d'années que je me suis mis vraiment à fond en me disant que j'allais faire carrière. Ma première question, Haroun, c'est comment êtes-vous arrivé à cette pratique qui conjugue ce qui est une critique, pas acerbe, mais une critique assez tonique de la compréhension de notre société, avec l'autre versant, qui est une volonté spectaculaire, de faire rire des gens pour leur transmettre de la pensée. Comment êtes-vous arrivé à cette équation qui est la vôtre? Moi, je pense que tout simplement parce qu'on m'a transmis de la pensée via le rire. Et à partir du moment où j'ai été touché par ça, j'ai voulu moi aussi m'engouffrer là-dedans. Je me souviens que plus jeune, j'étais arrivé à la conclusion que pour faire changer les choses, il fallait soit faire de la politique, soit faire de l'art. Et la politique m'intéressait assez peu, pour plein de raisons évidentes. Et en voyant que ce soit Coluche ou Les Deschiens ou Les Inconnus, j'ai bien compris que le rire pouvait avoir un impact sur la pensée. Et ça m'a passionné. Et depuis, j'ai jamais abandonné le fait de regarder, d'écrire et de jouer. Et on sent en effet Coluche, Les Deschiens. On sent un peu aussi Desproges, De Vos, ouais. Woody Allen. Je me trompe? Non, à partir du moment où je me suis abreuvé de tout ça en même temps. Disons que philosophiquement, il y avait du Coluche. Desproges m'a intéressé un peu plus tard. C'est-à-dire que Coluche avait la figure de clown qui intéresse aussi les enfants. On voit la salopette, on voit le nez rouge, ça nous fait marrer. Les parents aussi rigolent, on ne sait pas trop pourquoi ils rigolent à cet endroit-là, mais nous, ça nous fait marrer de voir un clown. Desproges, c'est quand même une autre lecture qui demande un peu plus de maturité, un peu plus de référence, de connaître l'histoire, etc. Donc ça arrive un peu plus tard. Je parle du déclenchement et Desproges a été juste une confirmation aussi. Dans ce très bel entretien que vous avez donné pour le magazine Univers, vous parlez en effet de Coluche comme étant le premier parce que vous étiez avec vos parents qui eux-mêmes appréciaient, mais pour un autre niveau en quelque sorte. Oui, en fait, il y a quelque chose de fédérateur dans le rire, dans la comédie, le fait de se réunir pour regarder une comédie, c'est très familial. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de pouvoir faire quelque chose de transgénérationnel. Et moi, là où je suis le plus ravi, c'est quand quelqu'un me dit « je vous ai connu grâce à mes enfants » ou quand je vois des jeunes qui disent « je suis venu avec mes grands-parents au spectacle », etc. Ça me rend vraiment heureux parce que je me dis que ça veut dire que ces générations-là se parlent et se rencontrent à travers cette émotion qu'est le rire et peuvent discuter des sujets qu'on aborde, quel que soit le sujet. Oui, donc on sent quand même que dans votre démarche humoristique, il y a une dimension sociétale et d'ailleurs générationnelle et sociétale fondamentale. Oui, parce que c'est à ça que sert la comédie pour moi. C'est-à-dire que la comédie doit être un vecteur. Ça ne doit pas être une fin en soi. Pour moi, c'est un vecteur, c'est un passage. On rigole de quelque chose, donc on sort de cette œuvre plus heureux, plus euphorique et avec l'envie soit d'aller vers les autres, soit de discuter, soit de penser, mais le rire étant une émotion, c'est qu'un passage vers la pensée ou la réflexion. Et maintenant, passons sur le contenu. Vous étiez avec Jean-Michel Apathy pour une conférence intitulée « Peut-on rire de tout ?» Alors, peut-on avoir un avis surtout? Peut-on avoir, pardon, excusez-moi, peut-on avoir un avis surtout, qui fait écho aussi à Desproges qui disait « Peut-on avoir un avis, peut-on rire de tout? Oui, mais pas avec tout le monde. » Alors, tout le monde reproche, on dit maintenant qu'on est fliqué, qu'on ne peut plus dire les choses, qu'on ne peut plus parler. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous dites que finalement il faut trouver d'autres biais
comment vous trouvez le petit grain de sable sans heurter les gens? Comment on fait pour... Déjà, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des pays dans lesquels on peut vraiment pas rire de tout. J'invite tout le monde à se renseigner sur, par exemple, Bassem Youssef, qui est un humoriste égyptien, qui est extraordinaire et qui critique à la fois le gouvernement, les extrémistes religieux, la politique d'Israël. Vous êtes égyptien d'origine? Non, pas du tout. Mais je me suis intéressé à lui parce que j'avais vu une émission sur lui. Et lui, vraiment, oui, on peut dire qu'il prend des risques et que son métier devient risqué. Il a déjà eu des menaces, etc. Nous, on risque pas grand-chose finalement dans notre pays. Déjà, c'est la première chose. Voilà, exactement, au pire une amende. Et puis l'autre chose aussi, c'est que heureusement que la société change aussi, quoi. Parce que le cirque à la base, c'était des gens qui se faisaient manger par des lions. Après, c'est devenu des gens qui domptent des lions, et maintenant, les lions restent hors du cirque. Donc, nos sociétés évoluent, le spectacle de nos sociétés évolue. Nous, en tant que spectateurs, on évolue aussi. Les sensibilités changent et il faut s'adapter aussi à ça. Je dirais que c'est normal que tout ça change, il faut l'accepter et il ne faut pas confondre parler d'un sujet sur scène et se moquer en décrédibilisant ou en méprisant des gens qui sont concernés par ce sujet. C'est deux choses différentes. Rigoler avec un sujet, ce n'est pas forcément se moquer des gens. Bien sûr. Et souvent, on confond le rire méchant de la cour de récréation qu'on a connu à l'école, au collège, où on se moque tous d'un seul. Et il y a un rire là-dedans. C'est pas forcément un rire bienveillant, c'est pas forcément un rire sain. On doit apprendre aussi à ne pas heurter, à ne pas être violent. On confond cette moquerie avec la pratique de l'humour sur un sujet. Je ferme la parenthèse. Je vous demandais si vous étiez d'origine égyptienne parce qu'à un moment, il y a une personne qui était un peu connue qui s'appelait Shahata Haroun. Et je me suis demandé si vous n'étiez pas de sa famille. Il y a beaucoup de spéculations sur mes origines. Oui, parce que pour ses prises de position politiques, il était assez proche de vous. Okay. Voilà. Après, il y a la grande famille Haroun syrienne. Oui, non, il y en a partout. J'arrête. Il y en a partout d'ailleurs. Vous êtes quand même passionné d'improvisation. C'est un défi constant que vous vous lancez. Alors, vous vous lancez pour ne pas, tomber dans une habitude, ou bien parce que c'est vraiment votre fonctionnement intellectuel, votre fonctionnement quasiment psychique. Il y a quelque chose dans l'improvisation qui révèle quelque chose en vous, ou vous donne des capacités énergétiques, créatrices? Non, je pense qu'on la pratique tous plus ou moins, l'improvisation. À partir du moment où il faut créer, à un moment il faut se lancer, il faut lancer sa création sur, que ce soit une feuille de papier, une toile, un clavier. Il y a un moment où il faut accepter ce qui sort. L'improvisation, pour moi, permet ce cheminement d'accepter ce que je vais poser. Et après, j'y réfléchis, mais il faut d'abord laisser venir la spontanéité. Et je pense que l'impro m'a appris ça, à laisser venir cette spontanéité, et ensuite je travaille l'écriture et je retouche, etc. Et là, ça devient vraiment de l'écriture non improvisée. Mais il y a cette part-là, et ensuite, sur scène, bien sûr, il faut être prêt à tout, il faut être prêt à n'importe quel imprévu, savoir réagir, savoir désamorcer, savoir au moment où... Parce que vous le faites beaucoup, ça, avec le public, quand il y a des petites réactions, vous savez toujours rattraper la balle au vol, quoi. Oui, et c'est l'exercice aussi de l'humoriste qui va s'exercer dans les bars, où parfois il y a des gens ivres qui font des remarques, il y a des gens qui rentrent dans le sketch, et tout ça fait partie aussi de l'art qu'on pratique, c'est-à-dire que c'est un art qui est populaire et qui est très proche du public. On casse le quatrième mur, donc ça invite les gens à participer et il faut y être prêt, quoi. Alors ça donne de superbes punchlines, comme on dit, il y a des formules qui font mouche. Alors j'ai beaucoup aimé votre tweet, l'extrême droite est tellement islamophobe qu'on pourrait croire qu'elle n'est pas antisémite. Ouais. Qui je trouve est en un mouvement, on a l'impression que c'est tout un petit système qu'a créé en quelques années ce parti politique pour essayer de faire oublier d'où il venait. Donc ça, c'était quand même pas mal. Alors,
jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, si je vais plus loin, je risque de tomber dans l'ornière ou je risque d'aller vers le craquage des spectateurs? Est-ce qu'il y a un moment où une petite lumière là, s'allume en vous disant, là Haroun, mon ami, va pas plus loin? Ou comment ça se passe, hein? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... c'est pas tellement aller loin dans les images ou le sujet, ça je me suis jamais posé cette question-là, c'est plus sur les gens, est-ce qu'il y a un moment où je deviens injuste en fait? Ah, intéressant. Donc c'est plutôt une axiologie morale que vous donnez. Je pense que l'humour rend justice. La raison pour laquelle les gens aiment les humoristes, c'est qu'on est les bouffons du roi, on peut se permettre de dire un peu ce qu'on veut, et aussi notre rôle c'est de critiquer les puissants, de critiquer les puissances, critiquer les puissants, de relever ce qui est injuste en essayant de rétablir une justice factice qui n'est que scénique et qui n'est que humoristique, mais on a l'impression que les gens ont besoin qu'on rende justice. Donc parfois, être violent avec un sujet violent, c'est normal. Faire rire violemment avec un sujet violent, il le faut parce qu'il faut qu'on s'en empare sans pincette, sinon on ne l'a pas vraiment traité. Je ne peux pas aller à demi-mot sur des thèmes comme la Shoah, l'esclavage, je ne peux pas y aller à demi-mot, il faut que j'y aille à fond. Il faut que je marque pour que ça fonctionne. En revanche, si je commence à m'attaquer aux gens et qu'il y a un moment, le public sent que oh, c'est un peu trop là, tu vas trop loin, pourquoi est-ce qu'il a vraiment mérité ça? C'est là qu'il va y avoir une limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais devenir le bourreau en fait. Je vais devenir celui qui décide qui est le bouc émissaire dans la cour de récréation. Ça devient facile, ça devient injuste. Et c'est l'expression tirée sur l'ambulance, où le public ressent un moment que ça ne sert plus à rien, ça y est, c'est comme frapper quelqu'un qui est à terre, quoi. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que vous concevez quand même votre métier, votre pratique humoristique, hein, comme participant au fonctionnement sain d'une société, dans la mesure où vous contribuez à rééquilibrer des formes d'injustice. Oui, mais c'est ce que des rois ont compris avec le bouffon. C'est-à-dire que quand le roi autorise le bouffon à faire des blagues sur lui, déjà, le roi passe pour quelqu'un qui a de l'humour. Il accepte la critique, au moins temporaire, en autorisant ce bouffon. Et ça lui permet aussi de savoir ce que les gens pensent de lui en secret. Et le bouffon lui dit la vérité. Et c'est ça qui est sain pour le puissant. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce rire et de ce clown pour savoir ce qu'on pense de lui réellement. Et le clown a besoin de la protection du puissant et de cette liberté-là pour s'exprimer. Donc les deux ont un intérêt. Un gentleman agreement, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a surtout... ça se passait avec les Guignols. Les Guignols étaient très acerbes. Mais avoir sa marionnette au Guignol, c'était quelque part avoir réussi. Ouais. Voilà. Vous avez une période très forte d'investissement des réseaux sociaux. Vous avez créé votre propre volonté de lancer finalement une petite école humoristique dans votre pas. Là, vous faites une pause relative, mais quand même une pause certaine. Pourquoi vous faites cette pause? Qu'est-ce qui se modifie? Est-ce que vous avez envie d'aller vers une nouvelle forme de pratique de l'humour? Et je vous pose la question, est-ce qu'il y a un lien avec cet ouvrage que nous avons devant nous, Les Pensées d'Héractète, quelque chose où peut-être, j'ai cru comprendre, la philosophie prenait une place plus dominante? Oui, en fait, il y a quelque chose qui est très difficile dans la vie en tournée. C'est qu'on est pris dans un rythme effréné de train, arriver dans la salle, jouer, aller dormir tard, se réveiller tôt, reprendre le train, et on est dans un circuit comme ça qui nous laisse assez peu de répit. Et dans mes envies d'écriture de prochains spectacles, j'avais besoin d'un temps conséquent pour réfléchir, non pas tellement à la forme, mais à mon rythme, à mes thèmes, à mes angles, pour ne pas tomber dans une caricature de moi-même. Quand on arrive à un certain moment, après un certain nombre de spectacles, on peut devenir aussi un peu l'image ringarde de soi-même, quoi. Et donc il faut faire attention à ça, et j'avais besoin de prendre un peu de recul et de prendre du temps pour lire de la philosophie, parce que ça demande beaucoup de temps.
C'est-à-dire que parfois, on peut passer beaucoup de temps sur une page, on ne finit pas un livre de philo, du moins moi en tout cas, et quand on n'en a pas l'habitude, peut-être que des gens qui sont dans leurs études savent le faire, moi pas, mais on ne finit pas un livre de philo quand on est occupé en plus, en un jour, quoi. Donc personnellement, j'avais envie de plus me documenter, mais aussi professionnellement, pour revenir avec des réflexions plus poussées et progresser finalement. Sentir que je continue à écrire pour une bonne raison, c'est que j'ai encore des angles à proposer, des angles de vue à proposer, des idées à proposer, et pas répéter les anciennes différemment, quoi. On peut louer votre maturité à 39 ans et votre honnêteté intellectuelle, parce qu'on sent vraiment que c'est une démarche qui est de pas s'encrouter, mais en plus de ça, on sent quand même qu'il y a une forme, peut-être pas encore très claire, mais de recherche d'une certaine manière d'exprimer la vérité sur les choses. Ça, pour moi, ça revient au bouffon, mais c'est aussi la pratique de cet art qui est l'humour, qui est de... Les gens viennent chercher ça sur scène. Ils viennent chercher une forme de cruauté de la vérité qui est retournée en rire, mais où il n'y a pas de... On ne prend pas de pincettes. Et moins on prend de pincettes, plus ça fait rire. Et plus on est en train de se débattre avec cette cruelle vérité, plus on va faire rire. Et c'est le métier du philosophe aussi, d'aller chercher cette vérité universelle. C'est en ça qu'il faut faire un travail, je dirais peut-être, plus on vieillit, plus on va évoluer, et plus on évolue, plus on va prendre du temps pour retrouver de nouvelles choses à dire ou pour retrouver de la profondeur, continuer à approfondir le propos, quoi. J'aime beaucoup votre humour, souvent très simplement, qui montre les incohérences et qui les révèle d'une manière jamais méchante, mais en effet simplement pour nous faire rire tout en nous montrant les choses. Donc je pense que votre projet de conjoindre la philosophie et l'humour peut accoucher d'une chose extraordinaire. Je ne sais pas combien de temps vous allez le prendre. Je ne sais pas non plus, je ne sais même pas si j'y arriverai. Mais je suis sûr que oui. Je sais pas. Je suis sûr que oui. On sent que votre désir est si juste, vrai et intense que c'est pas possible que vous n'y arriviez pas. Ouais, j'essaierai. Le précédent spectacle était inspiré par une pensée de Nietzsche, qui était est-ce que je suis seul à penser en moi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une entité en moi qui pense à ma place? Est-ce que je suis responsable de mes pensées? Et ça a donné ce spectacle qui s'appelle Seul avec un S, où je me pose la question de est-ce qu'il n'y a que moi qui pense en moi, et donc j'ai deux personnages sur scène qui ne pensent pas forcément la même chose. Donc preuve qu'à partir d'un aphorisme de Nietzsche, on peut créer un spectacle d'une heure. Le solipsisme mène à tout. Ouais. Philosophie, Nietzsche, Haroun, les pensées d'Héractète, on pense à Héraclite et Épictète. C'est qui ce philosophe que vous avez inventé? En fait, c'est issu d'un spectacle, du premier spectacle que j'ai joué sur scène, où à un moment je cite un philosophe qui est Héractète, et je teste le public pour voir si ils savent qui c'est. Et tout le monde approuve. Et il y a des gens qui font ah ça. Oui, le fameux Héractète. Et après, je leur dis, ça n'existe pas, Héractète. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire un recueil de pensées, parce que ça m'amuse de convoquer de la fausse culture, notamment parce que je trouve que souvent, on confond intelligence et culture. Il y a des gens qui sont très cultivés et très, très bêtes. Parce qu'ils ont juste une bonne mémoire, mais ils n'ont pas la capacité d'analyser ce qu'ils savent. Et d'autres qui ne sont pas forcément cultivés, mais qui sont pleins de bon sens. C'est le cas de plein de gens qu'on peut rencontrer un peu au hasard et qui nous sortent des choses sans avoir de connaissances particulières, et on dit que c'est très très profond. Donc c'est ça qui m'intéressait, et c'est comme ça que c'est venu. Héractète, ça commence par un H, Haroun, ça commence par un H. Exact. Donc j'attends avec impatience la fusion des deux dans Haroun 2, qui sera Haroun, un grand philosophe. Et pour conclure cet entretien que vous avez eu l'amabilité de nous accorder, je vous propose de lire un passage de votre ouvrage. C'est un passage qui est un peu lié à la technologie, puisqu'on est dans la question du futur.
Je pense qu'on mesure le développement d'une société au nombre d'ingénieurs qu'elle produit. Les ingénieurs sont payés pour trouver des solutions, alors qu'on devrait payer des gens pour éviter les problèmes. Les sociétés moins développées ont moins d'ingénieurs, mais aussi beaucoup moins de problèmes. Merci Haroun.